Tapis d'honneur est un rendez-vous d'honneur avec des hautes personnalités de marque sur des questions nationales et internationales. Le Tapis d'honneur est une émission du service des informations et des reportages de la radiodiffusion du Burkina. Tapis à une personne ressource de choix dont l'aura et la notoriété forcent le respect. Enseignant de formation, journaliste et écrivain, il est un témoin privilégié de l'histoire du Burkina Faso. L'homme est également un grand militant de la société civile. Notre invité de marque dirige depuis une quarantaine d'années le journal L'Observateur Parga, dont il est le fondateur et le directeur de publication. Vous l'avez bien deviné, il s'agit de Edouard Ouedraogo Nakibego. Au cours de ces 2 heures d'antenne, il sera entre autres question avec notre invité de l'historique et l'évolution de son journal, de sa part de vérité dans l'incendie que ce journal a suivi en juin 1984, la traversée du désert qui s'en est suivie avec ses déboires avec le régime du président Thomas Sankara sera aussi abordée. Avec Edouard Ouedraogo, nous allons aussi recueillir ses témoignages sur les grands mouvements sociopolitiques du Burkina ainsi que son analyse sur la situation politique actuelle du Burkina et singulièrement sur la gouvernance du président Kaboré. Chers auditeurs, pour nous, jeunes journalistes, c'est un exercice difficile d'interviewer le doyen. C'est pour nous comme si des élèves sont appelés à interroger leur maître. Une inversion de rôle que nous tenterons de mener tant bien que mal. Nous sommes en direct de sa résidence de Zaktouli, son village natal que la ville de Ouagadougou a englouti. Monsieur Edouard Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Pour la conduite de cette émission, j'ai à mes côtés Jean-Baptiste Boulagibé, bonjour. Louis Gansoré, bonjour. Avant tout propos, essayons de faire davantage connaissance avec notre invité de marque. C'est à travers ce portrait dressé par Raissa Romain Zidouema et lui ici par Alima Kansai. Edouard Ouedraogo, affectueusement appelé le doyen, est un littéraire de formation qui a fait ses armes en tant que professeur de français dans les lycées et collèges de Ouagadougou. En effet, après son baccalauréat série scientifique expérimentale obtenu en 1965, il intègre le Centre d'études supérieures de Ouagadougou, puis l'Université de Dakar et celle de Dijon. Il en sort en 1969 avec une maîtrise en lettres modernes qui lui servira pour sa carrière d'enseignant à partir du 9 décembre 1969. Décidé à ne pas faire de vieux os dans la fonction publique, Edouard Ouedraogo dépose la craie après seulement 3 ans pour commencer une autre aventure, une carrière de journaliste dans le privé. En 1973, Nakibego cofonde l'Observateur, le premier quotidien privé imprimé de Haute-Volta et de l'Afrique de l'Ouest francophone. Entre mai 1973 et juin 1984, le journal paraît sans interruption et contribue à l'éclosion du débat et la maturation des idées, tant sur le plan politique que social. L'incendie de l'imprimerie du journal le 10 juin 1984 met un coup d'arrêt aux parutions pendant 7 longues années. Edouard Ouedraogo et ses collaborateurs vont vivre une traversée du désert. Après des soubresauts, le journal recommence à paraître le 15 février 1991 sous l'appellation de l'Observateur Parga. En 1996, il ajoute une autre corde à son arc de directeur de publication en fondant l'Observateur Dimanche, un magazine hebdomadaire. Professionnel des médias et homme public respecté, Edouard Ouedraogo participe à l'animation de la vie publique à travers ses interventions auprès d'organisations nationales et internationales. Il est membre de plusieurs associations professionnelles et de la société civile. Il est le premier président fondateur de la CEP, la Société des éditeurs de la presse privée du Burkina. Edouard Ouedraogo est aussi vice-président de l'Union internationale de la presse francophone et membre de l'Association mondiale des journaux, entre autres. Sur le volet société civile, le directeur de publication de l'Observateur Parga est président fondateur du GEDEX Burkina, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social. Membre du conseil d'administration du Centre pour la gouvernance démocratique, il est aussi observateur indépendant des élections au Burkina et en Afrique. Le directeur de publication de l'Observateur Parga est une bibliothèque vivante et un repère pour la nouvelle génération d'hommes et de femmes de médias dans la défense de la liberté d'expression et le renforcement du processus démocratique au Burkina et dans le monde en général.
Ces savoirs, il les a consignés dans des écrits et ouvrages. Voyage de la Haute-Volta au Burkina, édité en 1996, retrace l'histoire sociopolitique du pays des hommes intègres. L'univers de la presse au Burkina est aussi passé au crible dans Heures et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina Faso. Quelle leçon sortie en 2015. L'envergure intellectuelle, professionnelle et humaine de l'homme lui valent des décorations. Edouard Ouédraogo est officier de l'Ordre national, officier de l'Ordre du mérite et chevalier de l'Ordre national du mérite français. Il a aussi reçu des distinctions professionnelles, notamment le prix de la libre expression de l'UPF, édition 1995, et le prix spécial Civipax pour la démocratie et la paix. Le nouveau bébé de ce journal se nomme lobspalga.com, un journal en ligne lancé seulement le jeudi 28 mai 2020 qui entend investir l'espace numérique et offrir aux internautes des informations au format multimédia dans un savant dosage de textes, de sons et d'images. En attendant que cette nouvelle trouvaille fasse ses preuves, le doyen de la presse privée au Burkina, Edouard Ouédraogo Nakibego, est marié depuis une 50aine d'années et est père de 3 enfants. Vous venez d'écouter les grandes lignes de votre CV. Confirmez-vous ce qui a été dit? Est-ce que vous vous reconnaissez à travers ce portrait? Avant de vous répondre, je voudrais d'abord, au nom du Naba Kango, qui nous a fait l'honneur de sa présence ici, vous souhaiter la bienvenue à Zaktouli. Je voudrais également saisir l'occasion pour adresser mes hommages les plus appuyés à l'endroit du personnel soignant pour le combat qu'il mène sur le front que vous connaissez contre la pandémie qui nous assaille. Je voudrais également avoir une pensée pour les forces de défense et de sécurité qui non seulement se battent sur le front sécuritaire, mais également pour la lutte contre la pandémie, s'investissent sans compter. Je voudrais enfin saluer tout le monde, tous ceux qui ont fait le déplacement de Zaktouli, les confrères, les amis, les connaissances, etc. etc. Bon, pour ce qui concerne l'esquisse bibliographique qui a été faite tout à l'heure, bon, c'est conforme au CV que j'ai remis, bon, sauf que quand vous dites que vous êtes très jeune et que vous êtes embarrassé, vous ne savez pas si vous pouvez interroger le doyen, soyez-en sûr, le doyen n'a plus 20 ans. Au contraire, moi j'apprends à vos côtés. La mémoire la défaille. La mémoire que j'avais à 10 ans, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc, je vous demande déjà, je présente déjà mes regrets pour les trous de mémoire certainement qui ne vont pas manquer dans l'entretien des 2 heures que nous allons avoir. D'accord. Alors, dans ce CV, il est dit que vous êtes né en décembre 1943 selon l'état civil et le 12 octobre 1941 selon le livret de baptême. Comment se fait-il que vous ayez 2 dates de naissance et laquelle est juste au fait? Ce qui est juste, c'est mon livret de baptême. Parce que je suis né le 12 octobre 1941 et j'ai été baptisé dès le lendemain, 13 octobre 1941. Et tous ceux qui connaissent un peu la vie de l'histoire et l'histoire de l'Église catholique au Burkina Faso, à l'époque, on demandait aux parents, dès que l'enfant naît, et s'il est en bonne santé, il faut aller le baptiser pour qu'il ne meure pas sans avoir reçu le baptême. Parce que vous savez que la mortalité infantile était très développée à l'époque. Donc dès le 13, j'ai été baptisé. Et à l'époque, dans le martyrologe, la fête de la Saint-Édouard, c'était le 13 octobre. Pas le 5 janvier comme actuellement. À l'époque, c'était le 13 octobre. Donc, mon parrain, mes parents n'ont pas été chercher loin. Ils m'ont donné le nom du saint du jour, Édouard. C'est pour ça que je porte ce nom-là. Maintenant, pour l'autre date officielle, j'ai bien expliqué tout cela dans mon dernier ouvrage. C'est qu'à un moment donné, dans la traversée familiale, il y a eu des problèmes. Ma maman s'est retrouvée seule avec 4 enfants. Donc l'année, en 48-49, quand je devais aller à l'école, elle ne pouvait pas. Surtout qu'à l'école de la mission, il fallait payer.
Donc, moi, j'avais déjà deux grands frères qui étaient à l'école. Bon, il a fallu, dans un premier temps, me sacrifier. Et quand les conditions se sont améliorées et qu'on a pu envisager de m'envoyer à l'école, j'étais âgé. Et c'est là que M. Mathias Sorgo, qui était un jeune enseignant, quand il m'a vu, il a dit à mon parrain qui m'a amené là pour le recrutement, il a dit non, c'est pas grave. Vous allez, vous changez, vous enlevez 2 ans et vous me le ramenez. Bon, à l'époque, c'était quelque chose qui se faisait couramment. Bon, c'est comme ça que je suis allé à l'école. Sinon, j'ai failli ne pas aller à l'école. Ok. Alors, votre CV révèle aussi que vous êtes un journaliste communicateur qui fait partie des doyens et des leaders charismatiques de la presse burkinabé. Quand et comment êtes-vous venu dans ce métier? Bon, comme vous l'avez dit dans la présentation, quand je suis rentré, moi j'avais un grand frère, mon aîné Martial Ouedraogo, qui était déjà dans les affaires. Vous savez, bon, on aime imiter les aînés. Lui, il était déjà dans les affaires, il faisait les allumettes, les charrettes, la peinture, etc., etc. Et donc, moi, je me suis dit, bon, ben, peut-être que je ne vais pas non plus rester dans la fonction publique. Parce que lui aussi, il aurait pu rester dans la fonction publique, puisqu'il a été le premier docteur en économie. Bon, il avait sa place aussi bien en Haute-Volta que dans la fonction publique internationale, mais il a préféré se lancer dans les affaires. Et moi, j'avais en tête d'ouvrir une grande librairie papeterie à Ouagadougou. Parce qu'il n'y en avait pas. Bon, il y en avait, c'était la librairie Atier, mais c'était les seuls. Et bien sûr, la librairie Jeunesse d'Afrique. Moi, j'avais vu l'exemple des FNAC à Paris, et je me suis dit, pourquoi ne pas tenter une expérience comme celle-là? Et c'est sur ces entrefaites-là qu'une situation est intervenue, et nous avons tout de suite perçu l'utilité de doter notre pays d'un journal qui permet à tout le monde, à tous ceux qui peuvent avoir des difficultés, des problèmes avec l'administration, avec les pouvoirs établis, de s'exprimer. Et comme la loi permettait qu'on puisse créer un journal, comme c'était la loi du 31 août 1959, nous avons lancé l'idée de créer ce journal-là, qui allait s'appeler l'Observateur. Et c'est comme ça qu'au lieu, j'ai glissé de la librairie au journalisme. Oui, mais bon, c'est deux choses c'est des activités cousines. Justement, c'est par vocation ou par opportunisme, disons? Non, un peu par vocation, parce que déjà, quand j'étais à l'école, au secondaire, au niveau, ceux qui m'ont connu, par exemple, à l'école normale, notamment, qu'on appelle aujourd'hui le lycée Bordeaux, on avait déjà créé un journal dont j'étais le directeur de publication et dont j'ai signé le premier éditorial. Et quand nous sommes allés pour les études, on nous avait, nos professeurs, surtout nous qui étions des littéraires, aussi bien les littéraires, les juristes et les économistes, avaient été incités par leurs professeurs, c'était des Français, mais en tout cas, ils avaient à cœur de nous donner vraiment une formation complète. On nous avait incités à lire régulièrement Le Monde, où il y avait des chroniques littéraires et où il y avait aussi des chroniques juridiques. Donc très tôt, moi je me suis vraiment... j'ai commencé à consommer les journaux. D'accord. Alors vous avez débuté votre vie professionnelle par l'enseignement avant d'abandonner donc la craie pour la plume. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui s'est véritablement passé entre-temps? Ce qui s'est passé, bon, je l'explique dans mon livre. En 1972, la mairie de Ouagadougou a entrepris de façon vraiment commando, sans prévenir, sans enquête commodo et incommodo, a entrepris de lotir le quartier Noncin. Vous voyez, le quartier Noncin qui est derrière vous. Bon, et il s'est trouvé que nous avions nos parents là-bas qui étaient depuis au moins 3 décennies. Et nous savions que pour lotir un quartier, il y a une procédure à adopter. Et cette procédure-là avait été fixée par une loi de 1960. Mais la mairie n'a respecté rien de tout ça. Et s'est mis à envoyer les gradeurs pour commencer à ouvrir les voies.
Bon, on a essayé de négocier, bon, ils ne voulaient rien entendre. Et notre frère aîné Martial, qui était économiste mais aussi juriste, il a attaqué la mairie en justice, en référé, en disant non, c'est un abus de pouvoir, il faut arrêter. Et il a eu raison. On a sommé la mairie d'arrêter les gradaires. Bon. Ne voilà-t-il pas que les gens qui ne comprenaient pas exactement les tenants et aboutissants de ce jugement de référé-là se sont mis à se répandre dans la ville en des rumeurs malveillantes, allant même jusqu'à insinuer que, bon, parce que le monsieur est homme d'affaires et qu'il a les moyens, il a acheté la justice, il a corrompu ceci, cela. On a cité même des sommes. Et là, nous nous sommes rendus compte que vraiment, quand vous n'avez pas les moyens de vous exprimer, vous pouvez avoir raison. La plus grande raison du monde, mais être quand même persécuté. Et c'est ça qui a hâté la création du journal. Mais bon, le problème du terrain de Noncé était déjà résolu, hein, puisque la mairie avait été condamnée. Mais il y avait le reste de la vie. Et quand nous avons créé justement le journal, nous nous sommes rendus compte que c'était vraiment quelque chose que les gens attendaient, parce qu'à partir de ce moment, tous ceux, que ce soit des fonctionnaires, que ce soit des syndicalistes, que ce soit les étudiants, l'observateur était devenu l'exutoire. C'était l'espace dans lequel chacun venait s'exprimer, venait se défendre. Donc vraiment, nous avons fait une œuvre d'utilité publique. Justement, entre la craie et puis la plume, il n'y a véritablement pas de fossé. Est-ce que vous vous sentez toujours dans cette peau de pédagogue? Oui, je me sens toujours dans cette peau de pédagogue. Et les jeunes journalistes qui sont avec moi le savent. J'aime expliquer. J'aime expliquer. Et même quand je fais, par exemple, un article, il y aura toujours beaucoup de notes de renvoi. Parce que je tiens chaque fois à expliquer. Et comme on ne peut pas expliquer dans le corps même du texte, c'est souvent difficile pour ne pas faire long. J'ai toujours des notes de renvoi pour que les gens comprennent. Et tous ceux, en tout cas avec qui j'ai eu à travailler, savent que je suis resté pédagogue dans l'âme. Alors, pourquoi le nom de plume Naki Beogo et qu'est-ce que cela signifie? Moi, j'ai eu beaucoup de noms, hein, parce que quand nous avons commencé le journal, nous avons voulu éviter le végétariat. Donc, presque personne ne signait de son nom. Il y avait les Hector Adams, les Jacob Olivier, Bali Keita, etc., etc. Et moi, je signais de temps en temps Yelkon Waleme, Naki Beogo, et Pierre-Emmanuel Kouma, etc., etc. Et je ne sais pas pourquoi, c'est le Naki Beogo là qui est resté, parce que bon, ça sonne bien, et dans la tradition Mwanga, c'est un nom qui a un sens, plus ou moins mystique. C'est pour ça peut-être que ce nom-là est resté. C'est quel le sens? Quoi exactement? Bon, le plus souvent, il y a des vieux qui sont ici, hein, qui peuvent peut-être mieux expliquer ça que moi. Mais en général, on le donne quand il arrive que dans des familles, une femme a des enfants qui meurent successivement. Au bout d'un certain temps, quand la femme a un enfant, par dérision, une espèce de provocation à la mort, on lui donne un nom, ouf, un nom qui veut, il va mourir demain. Bon, il y en a qui vont dire Sagado, il y en a qui vont dire Dibala. Bon, pour dire vraiment, on ne compte plus sur ça. Et le plus souvent, c'est l'enfant qui porte ce nom-là qui reste. Bon, ça, ce sont les mystères de l'Afrique. Okay. Alors, la vie du journal a été marquée par son incendie en 1984 sous la révolution de Thomas Sankara. Tenez-vous justement Sankara pour responsable? Non, moi, je ne veux pas personnaliser. C'était une histoire de système. Vous savez, les révolutionnaires, quand ils étaient étudiants, ils ont beaucoup utilisé l'observateur. C'est là-bas qu'ils publiaient leur programme de société, de RDP, etc., parce qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer ailleurs. Donc, on a été les meilleurs amis. Mais figurez-vous que Sankara a été notre dépositaire à Pau, quand il commandait le centre là-bas. Et il a été un très bon dépositaire. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas personnaliser, mais disons en tout cas que quand les révolutionnaires ont pris le pouvoir,
selon leur logique, l'observateur avait fini sa mission historique. Parce que pour eux, à partir du moment où la révolution était là, il n'y avait plus que droit, il n'y avait plus de voix que pour le journalisme militant, le journalisme révolutionnaire, donc pour manier la langue de la révolution, pour mobiliser le peuple. Telle n'était pas la vocation de l'observateur. Donc au début, je crois qu'il a été question, il y en a qui ont dit, non, il faut supprimer, il faut prendre un décret interdisant le journal. Bon, en fait, ils ont dit non, ça, ce n'est pas productif. Un de ceux d'ailleurs qui ont conseillé à l'époque de ne pas interdire le journal par décret, il est parmi nous. Bon, après, je pourrais vous le présenter. Il a dit non, on ne peut pas faire ça. Vous pouvez les citer. Non, je vais vous le dire après. Bon, et ensuite, il y en a qui ont dit, écoutez, dans les veillées débats là-bas, il faut l'étouffer économiquement. Donc, dès le mois de décembre 1983, il y a eu une note du ministre des Finances qui interdisait désormais aux services de l'État, sauf la présidence et le ministère des Affaires étrangères, de s'abonner au journal. Donc ils ont désabonné tous les services publics. Et ils ont commencé aussi à prendre des mesures pour le contrôle, le monopole de l'information, etc., etc. Et avant ça, on avait eu une lettre de menace même du ministre dès septembre 1983. On avait reçu une menace du ministre de... Oui, mais que s'est-il passé exactement juste en ce mois de juin 1984 Au mois de juin 1984, voilà ce qui s'est passé. Selon mon analyse, il y a eu les premières arrestations. On a accusé l'ancien maire de Ouagadougou, le colonel Noubila Kérébioro, avec un certain nombre de ses amis, d'avoir fomenté un complot pour renverser la révolution. Ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés, mais personne n'en a parlé, sauf l'observateur. Nous en avons parlé dans notre journal du 8 juin. C'était un vendredi. Et nous avons promis de revenir dès le lundi, le mardi, sur l'événement. Je dis bien le mardi parce qu'à l'époque, on chômait le lundi de Pentecôte. Et le 10 juin, c'était la Pentecôte. Donc le lundi, on devait chômer. Quand nous avons dit que nous allons revenir dans notre édition suivante sur les événements, je crois que ça a dû précipiter les choses. Ils ont dû dire non, il faut mettre un terme à la vie de ce journal-là parce que, pour ce que nous voulons faire, ça ne va pas, ça va pas coller. Et je crois que c'est pour ça que le journal a été incendié dans la nuit du 10 au 11. Et c'est dans la nuit justement du 11 au 12 que les comploteurs en question ont été passés par les armes. Donc vous voyez, le lien. Pour nous, il y a un lien entre les deux événements. Alors, cet incendie semblait être une suite logique des déboires que vous aviez avec la révolution d'août 1983. Qu'est-ce qui n'allait pas au juste entre vous et le pouvoir de Thomas Sankara? Non, c'est que nous n'avions pas la même option. Eux, c'était l'option révolutionnaire, marxisante. Nous sommes à tout le moins peut-être des réformistes. Pour ne pas dire que l'Observateur, c'était un journal du type qui défendait ce qu'on appelle, eux, dans leur jargon, ils appelaient les libertés bourgeoises, les libertés formelles. Pour nous, tout le monde devait avoir la possibilité de s'exprimer. Toutes les idées, qu'elles soient révolutionnaires, qu'elles soient réputées réactionnaires ou quoi, ça devait être le combat d'idées, le pluralisme. Nous défendions le pluralisme, alors que pour la révolution, à partir du moment où la révolution a triomphé, c'est la lutte des classes, et c'est la classe victorieuse, c'est-à-dire le prolétariat, d'ailleurs qui n'existe pas au Burkina, c'est une fiction, mais en tout cas c'est la classe révolutionnaire qui a maintenant droit de citer, qui a seul droit à la parole et à véhiculer ses idées. Je crois que c'était vraiment
une divergence idéologique fondamentale. D'accord. DP, avant de revenir à vous, nous allons à la régie écouter quelques personnalités qui, avec le recul, analysent l'incendie de votre journal. Je suis donc Zéphirin Diabré, président de l'Union pour le progrès et le changement et chef de file de l'opposition politique du Burkina. J'étais hors du pays puisque j'étais à l'époque étudiant à l'extérieur, mais bien entendu, nous l'avons tous vécu en son temps comme étant un coup de poignard contre la liberté de presse et liberté d'expression. C'était un régime d'exception qui proclamait une révolution et qui, de ce point de vue, je crois, a commis une erreur en pensant qu'en allant taire les voix qui étaient quelque peu dissonantes là, il pourrait avoir un boulevard pour continuer son travail. Moi, je suis un libéral et comme nous, on aime chez les libéraux, même si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je me battrai jusqu'au bout pour qu'il puisse s'exprimer. Et ça a manqué à la révolution. Je suis Simon Compaoré, disons fonctionnaire à la retraite. Si vous posez comme ça, c'est comme si j'étais l'instigateur. Non, je pense que dans la vie d'un homme, dans la vie d'une nation, il y a des moments pour lesquels il faut savoir, j'allais dire, garder le silence. Vous voyez que le temps lui a donné raison. La raison là, c'est quoi? C'est le fait qu'il continue de vivre. Ce n'est pas un épiphénomène. Et c'est ça l'important. Ça veut dire que l'histoire a tranché, a dit, c'est quelqu'un qui devait vivre, qui a effectivement vécu et qui continue de vivre. Le reste là, c'est pas nécessaire. Il a su renaître de ses cendres rapidement et continuer le travail. Et bien que le nombre de journaux connaît une prolifération, il a su garder le cap et maintenir sa place dans le concert de la presse écrite. On sent qu'il n'est pas venu de manière accidentelle. C'est quelqu'un qui croyait à son affaire et c'est ce qui l'a permis de traverser les orages, les vents violents. Je m'appelle Aminata Elisabeth Ouedraogo, née Bansé. Je suis épouse de M. Ouedraogo. Vous savez, moi, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon mari. Dieu a épargné sa vie et c'est l'essentiel. Pendant la révolution, parce que l'incendie n'est qu'un aspect de la révolution. Donc c'est tout ce que moi je peux dire. Sa vie a été préservée et c'est l'essentiel. C'est quand tu vis que tu peux reprendre. Si tu ne vis plus, c'est fini. Donc moi, c'est cet aspect qui est fondamental pour moi. Durant la Révolution, ça, on a été courageux. Courageux dans bien des domaines. Il y avait des angoisses ici. Quand il ne rentrait pas, on ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver. Plutôt. Il est combatif. Et ça, on le voit dans la reprise de son outil de travail. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, s'il n'avait pas été combatif, cet instrument de travail-là, cet outil serait tombé, serait mort. Alors, réaction, M. Ouedraogo? Je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Non. Ce que je peux simplement dire, c'est que quand mon épouse dit que j'ai été combatif, elle sait de quoi elle parle parce que quand il y a eu l'incendie, tout de suite, moi je suis allé en France parce que j'avais bénéficié d'une bourse du PNUD pour aller assister à la session la 15e session de l'Union internationale des droits de l'homme. Bon, et j'ai eu beaucoup d'autres propositions quand les gens, surtout en France, au Quai d'Orsay, la francophonie, etc., ils ont appris ce qui est arrivé. On m'a fait des propositions. On m'a fait des propositions. Il y en a qui me disaient même de ne pas revenir. On m'a fait des propositions de rester là-bas, de travailler. Non, mais moi, j'ai dit non. On ne m'a pas... Je ne suis pas interdit de ce jour. Il faut que je rentre, d'autant plus que ma famille était là. Mais quand je suis revenu aussi, il y a eu des chancelleries que je ne vais pas nommer, mais vraiment qui m'ont proposé. Il y a eu une chancellerie particulièrement qui m'a proposé de venir être le conseiller politique de l'ambassadeur. Ce n'était pas tellement pour mes connaissances, mais c'était pour me donner de quoi vivre, parce que ce n'était pas facile. Mais j'ai décliné toutes ces propositions-là, parce que si j'acceptais des choses comme ça, tout mon personnel qui était là, qui attendait, les gens allaient fuir. Et les gens allaient dire, bon, ben, si le directeur a commencé à se chercher ailleurs, en France ou dans les ambassades, bon, ben,
il n'y a plus d'espoir. D'accord. Or, moi, j'essayais de maintenir l'espoir qu'un jour ou l'autre, on pourrait reprendre. Justement, le président Thomas Sankara fait brûler votre journal et le président Blaise Compaoré autorise et soutient sa renaissance. En tant que journaliste, comment décrivez-vous ces deux hommes d'État? Bon, je pense que, bon, quand on dit il a fait brûler, en tout cas, ça a été brûlé sous lui. Mais je ne crois pas que ça arrangeait les gens. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu un édit comme ça disant un tel fait ceci, cela. Mais il y a des gens qui étaient là, qui savaient dévancer, comme toujours, les désirs du chef. Ouais, vous avez vu l'histoire de Norbert Zongo. Hein? Là aussi, c'était comme ça. Il y en a qui ont dit on fait parce qu'on sait que ça va faire plaisir au patron. Et là aussi, il y a eu pas mal de choses parce que quand on a voulu remonter, peut-être ce que je peux un peu reprocher à Thomas Sankara, c'est que quand la gendarmerie, enfin le directeur de la sûreté a voulu aller loin, il a dit il faut mettre... mais c'était la logique aussi du système. Voilà, c'est toujours comme ça. Donc, vous savez, Blaise Compaoré, Thomas Sankara, j'ai dit, chacun d'eux a eu son rôle, un rôle historique dans l'histoire de notre pays. Thomas Sankara, c'est lui qui a mis le Burkina sur orbite. C'est lui qui l'a lancé, qui lui a donné vraiment son aura, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, tout le monde connaît le Burkina. Mais la substance institutionnelle, matérielle et autres sur laquelle nous sommes assis aujourd'hui, c'est Blaise Compaoré. Et je dis, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est parti, parce que nous tous, on avait travaillé pour qu'il parte la tête haute, bon, ça n'a pas été le cas, mais malgré tout, je dis qu'il reste, il a été chef de l'État, il doit bénéficier aujourd'hui, maintenant que les passions se sont tues, il doit bénéficier de son statut de chef d'État avec tous les avantages qui s'y rendent. Oui, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les actions que vous avez menées pour qu'il puisse partir la tête haute, comme vous venez de le dire? Non, reprenez notre éditorial du 20 mars 2000, où nous avons parlé d'amnistie. Nous avons dit qu'il faut voter une amnistie pour Blaise Compaoré et tous les présidents qui ont eu à diriger le pays. Et ça, c'était au niveau de l'observateur. Mais au niveau de la société civile, que ce soit au CGD, avec les Augustin Loada et autres, on a fait un travail en profondeur pour que cette loi-là soit votée. Et elle a fini par être votée en 2011. Bon, parce que nous disions, si vous voulez qu'il s'en aille, mais il ne faut pas dire que dès qu'il sera parti, vous allez le pendre à un coup de boucher. Il faut qu'il soit sûr qu'il pourra repartir, aller tranquillement à Ziaré, être là comme un recours. En tout cas, on a travaillé. On n'est pas seul, hein, il y a beaucoup qui ont travaillé dans ce sens-là pour que Blaise Compaoré puisse, au terme de son mandat en 2015, là, s'en aller sans problème. Mais est-ce qu'à la reprise du journal, vous avez été dédommagé ou en d'autres termes, vous avez reçu un quelconque soutien officiel de l'État? Bon, le régime de Blaise Compaoré a essayé de réparer un certain nombre de choses. Bon, à notre niveau, même si nous avons reçu quelque chose, c'était vraiment symbolique. Parce que ce qui nous a vraiment le plus coûté, c'est ce que les juristes appellent le pretium doloris, c'est-à-dire les avantages, enfin, ou du moins, les avantages matériels et moraux que nous avions quand nous paraissions et que nous avons perdus du fait de la traversée du désert de 7 ans. Nous avons évalué ces dommages et intérêts-là et nous avons envoyé à la commission qui était chargée des dédommagements. Ils ont dit vraiment qu'en toute objectivité, c'était difficile de satisfaire cette doléance-là. Alors, que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'avoir été, pendant de longues années, un conseiller de l'ombre de Blaise Compaoré? D'abord, je pense que le mot accusé là n'est pas bon, n'est pas juste. Parce que si vous parlez d'accusé, c'est comme si c'était un crime ou un déshonneur d'être le conseiller d'un président. Non, un président, un chef, un roi, il a besoin de conseiller. Le problème n'est pas d'accepter d'être conseiller, c'est de refuser. Il faut refuser
d'être un larbin, d'être un courtisan. Si vous êtes conseiller, vous devez avoir le courage de dire au chef ce qu'il doit faire pour éviter de tomber dans les écueils. Mais vous affirmez que vous l'avez conseillé. Non, laissez-moi, ça c'est un préalable. Ça c'est un préalable. Donc si je dois être conseiller d'un président, telle aurait été ma ligne de conduite. Être quelqu'un vraiment qui l'aide, qui le guide contre les écueils, mais jamais un courtisan. Il se trouve que Blaise Compaoré ne m'a pas donné l'occasion ni d'accepter ou de refuser d'être son conseiller, parce qu'il ne m'a jamais fait cette proposition-là. Je ne sais pas d'où vient cette affaire, cette légende. Et j'ai l'impression qu'on a commencé à en parler à partir du moment où le régime de Blaise Compaoré a commencé à vaciller. Donc c'est vraiment une tentative de diabolisation. Pourquoi, quand son régime était vraiment au pinacle, quand il organisait la Coupe d'Afrique, le sommet de l'OIA, etc., de la francophonie, c'était vraiment la face brillante de son régime. On ne dit pas que je suis son conseiller. Quand il commence maintenant à avoir des problèmes, on assassine un journaliste, tout de suite, on dit que j'étais son conseiller. Donc, c'est de la malveillance. Parce que vous savez, dans ce pays-là aussi, on n'a pas que des amis. Il y a des gens dans ce pays qui me poursuivent d'une haine pathologique. Je ne sais même pas ce que je leur ai fait. Parce que moi, je n'ai jamais cherché à faire du mal à qui que ce soit. Mais il y a des gens qui me poursuivent. Vous pouvez les citer? Non, je ne peux pas les citer. Bon, enfin, pour des raisons. Mais je peux en parler avec vous en aparté. D'accord. Alors, on vous soupçonne également d'avoir été un conseiller du président Michel Kafando et d'avoir soutenu sa candidature. La candidature de Michel Kafando a été portée par des gens, des personnes morales qui n'ont absolument rien à voir, c'est-à-dire en tout cas de très haute ligne. Il se trouve que Michel Kafando, au moment des faits, avait le profil vraiment tracé par le comité électoral. Il avait une expérience d'État pour avoir été ministre des Affaires étrangères et pour avoir surtout fait une dizaine d'années à l'ONU, où il a travaillé à redorer le blason du Burkina Faso. Il l'a fait brillamment. Qui pisait, comme il a fait longtemps l'extérieur, il n'a pas d'adversaire à l'intérieur d'ici. Il n'a pas participé au combat politique, il n'a pas participé au RIX entre les organisations de la société civile. Bref, sa personnalité est consensuelle, elle n'est pas clivante. À l'époque des faits, c'était vraiment la meilleure candidature. Je ne veux pas parler d'homme providentiel, mais en tout cas la façon dont il a conduit la transition, malgré les difficultés que nous avons connues, montre que vraiment, ce monsieur-là, peut-être que c'est la Providence qui nous l'a envoyé. Alors, certains avancent également que c'était vous-même, Edouard Ouédraogo, qui était pressenti pour diriger cette transition. Et à la dernière minute, vous avez proposé le nom de Michel Kafando. Vraiment, on me prête beaucoup de choses, beaucoup de pouvoir. Non. Évidemment, à l'époque, il y a pas mal de noms qui ont été cités. Bon, je mentirais si je disais qu'il y a des gens qui, pour des raisons qui leur sont propres, il y a des gens qui ne m'aiment pas, mais il y en a aussi qui m'aiment. Donc, en tout cas, il y a des gens qui sont venus me voir, que j'ai vu, qui m'ont suggéré, qui ont... Mais, vous savez, il y a une chose, une philosophie que j'ai, il ne faut jamais accepter de prendre à la légère des charges dont vous n'avez pas la certitude, que vous n'avez pas la force et tous les atouts pour porter à bon port. Je ne pense pas que ça aurait été une très bonne, une idée géniale. Non. D'accord. Je vous dis... On marque une pause dans cette émission et on revient tout de suite. Le tapis d'honneur, Jean-Baptiste Bouda et Louis Gansonré. Alors vous écoutez toujours Radio Burkina et c'est votre émission préférée, le tapis d'honneur, qui a pour invité du jour Edouard Ouédraogo. Alors, monsieur le directeur, quelques membres de votre famille parlent de vous dans cette audio qui va suivre. Nous les écoutons. Je m'appelle Aminata Elisabeth Ouédraogo, née Bansé. Je suis épouse de monsieur Ouédraogo. Nous avons fait le second cycle
de l'enseignement secondaire ensemble. Donc c'était en 1963. Vous savez, à l'époque, il y en avait quelques-unes, mais la plupart des filles étaient timides. J'avoue que je ne saurais vraiment dire à quel moment, quel jour, je ne pourrais pas le dire. Je ne sais pas comment ça a commencé, je ne peux pas dire, mais ils nous raccompagnaient, faire un bout de chemin quand on rentrait. Bon, en tant qu'époux, à l'époque aussi, les garçons étaient sérieux et responsables. Pas comme aujourd'hui où on trouve de n'importe quoi. Moi, je ne peux pas dire que j'ai eu une vie de foyer difficile. On s'est mariés en 1971. Il était peut-être un peu nerveux. Ça fait que, bon, je n'aimais pas qu'il prenne le café. Il a fini par laisser tomber. Évidemment, comme tout être humain, bon, il a ces moments où il boude, mais bon, ça ne va pas loin. Moi, je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour toutes les grâces qu'il m'a données en étant son épouse. Moi, c'est Fabien Ouedraogo. Je suis architecte de formation et de profession. Je suis le deuxième fils, deuxième enfant de la famille. C'est pour moi un repère. Il a toujours été là, et il a toujours écouté. Si vous voulez échanger avec lui sur des sujets d'ordre personnel ou d'ordre professionnel ou même familiaux, affectifs, sentimentaux et tout, il a toujours une oreille attentive pour vous écouter et pour vous donner également des conseils. Et comme tout enfant, on fait des bêtises, ça c'est normal. C'est normal aussi qu'on soit, je ne veux pas dire corrigé, mais qu'on soit vraiment remis sur les rails, quoi. Ça n'a pas été un père sévère, non. Mais il est rigoureux, c'est pas un père fouettard, non. Quand vous discutez avec lui, je ne sais pas comment est sa mémoire, mais il va vous ressortir de ces choses. Il aime parler du passé en tout cas. Voilà, comme tous les gens de leur génération. Ils aiment beaucoup parler du passé. Il va vous dire, en 1954, quand la haute Voltaire était comme si un tel a fait ci, a fait ça. Et puis c'est toujours frais comme si c'était hier. Et c'est pas que le Burkina, il va vous dire, bon, je sais pas, Valéry Giscard d'Estaing a fait ça, a dit ça. C'est ça, beaucoup de culture, il dit beaucoup, c'est très bien. C'est que nous, maintenant, on a du mal à faire. Je suis Ariane Ouedraogo, épouse Liehoun. Je suis la fille de M. Ouedraogo Edouard, la Benjamine de la famille, Nogumbiga, comme on dit en Moré. Pour n'importe quel enfant, il vous dira que son père est quelqu'un de merveilleux. Mais au-delà de ça, Edouard Ouedraogo, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une très belle personne. C'est une personne qui met en avant les valeurs familiales, qui nous a élevés, mes frères et moi, dans un certain carcan, dans une certaine ambiance où ça liait la rigueur, mais aussi il y avait une certaine ouverture d'esprit qui prévalait. Il n'y a pas eu de choix imposé à chacun d'entre nous pour ce qu'il allait faire de sa vie. Moi, je n'ai jamais eu droit au bâton. Très clairement, je pense aussi que j'avais le statut privilégié de fille unique et de Benjamine. Bon, je crois que mes frères ont dû tâter quand même quelques fois, mais ça, c'est normal. Sinon, oui, il y avait des choses qui étaient très claires. Tu sais, si tu fais ça, ça va chauffer avec le vieux. Alors, une anecdote, je ne sais pas, ce n'en est pas vraiment une, mais ça m'a beaucoup marqué. C'est lors de la venue au monde de ma fille, qui est son premier petit enfant d'ailleurs. À l'époque, je vivais toujours en Europe. Bon, vous savez, on est en Afrique, les hommes ne sont pas vraiment impliqués dans tout ce qui concerne la maternité. Et en son temps, ma fille aura 12 ans en août. Mon père s'était minutieusement préparé pour venir assister à mon accouchement. Il n'était pas à la maternité, il est resté dans son lieu d'habitation, mais il est venu spécialement pour ça, parce que ça représentait quelque chose d'important pour lui. Mais ce n'est pas souvent que vous allez voir des papas, surtout africains, qui font ce genre de démarche-là. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché, qui m'a beaucoup marqué, qu'il ait fait cet effort-là d'être là pour la venue au monde de ma fille. Réaction Vraiment, je préfère... Bon, je les remercie pour tout ce qu'ils ont dit me concernant. Bon, j'espère que ça va être un exemple, surtout pour les enfants. En tout cas, bon, je préfère... Donc à l'époque, pour montrer votre galanterie, vous raccompagnez votre future épouse et ses copines tous les jours que Dieu faisait.
Non, mais je n'étais pas seul. On était un certain nombre. Il y en a qui sont toujours là, comme les Traoré, Ado, Théodore, les Yobi Bourema. Bon, il est vrai que Bozounou Mokhtar, bon, pour ceux qui... Vous voyez, la faucheuse aussi est passée par là. Hein. On n'est plus tellement nombreux. En tout cas, c'était ça. On quittait l'école normale et puis on raccompagnait les filles de Madame Ki, comme on les appelait, les filles de Madame Jacqueline Kizerbo. Alors, 50 ans de vie de couple bientôt. Quel est le secret pour les jeunes qui vous écoutent? Ça, vraiment, je ne sais pas s'il y a un secret. Je ne sais pas s'il y a des... Qu'est-ce que je peux dire? Bon, je dois dire que c'est une chance. Et pour ceux qui ont la foi, ils disent que c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu qu'il faut accepter et qu'il faut savoir arroser, entretenir à coup de compréhension, de tolérance et parfois même d'oubli de soi. Et pourquoi pas, quand il le faut, à coup de prière. Il y en a qui font même des neuvaines pour la survie, en tout cas la sérénité et la tranquillité de leur couple. Que vous soyez catholique, protestant, musulman, chez les protestants, il doit y avoir des prières. Chez les musulmans, il doit y avoir des prières. Je sais que chez les catholiques, que je connais mieux, moi, bon, je sais qu'il y en a. Et il y a en tout cas des exercices spirituels auxquels il faut s'adonner pour se conforter soi-même et conforter son couple. D'accord. Alors, après le bref historique que vous avez fait en début d'émission, peut-on savoir comment se porte le doyen des quotidiens burkinabés? Le doyen a des arthroses, hein, comme tout ce qui est vieux. Les articulations ne répondent plus tellement. Vous savez tous que nous sommes aujourd'hui en but à la, comment on peut dire, la concurrence des réseaux sociaux. Même vous savez que les journalistes professionnels n'ont plus le monopole de l'information. Et comme j'aime dire, il en est de l'information comme de la monnaie. La mauvaise monnaie chasse la bonne. La mauvaise information chasse la bonne. Les gens ne cherchent même plus à vous écouter, ni à nous lire. Il y a les réseaux sociaux. Tout le monde est journaliste, on sort, on tombe sur un phénomène, bon, on le poste sur la toile et avant même que l'événement n'ait pris une seule ride, ça y est, ça fait le tour du monde. Si bien que ce soit au Burkina, que ce soit ailleurs, les médias classiques, les médias traditionnels ont des problèmes. Les journaux ont vu leur chiffre de tirage baisser drastiquement. Donc, en conséquence aussi, les recettes de vente, il n'y a que les recettes. On compte maintenant beaucoup sur les recettes de publicité, mais vous savez aussi les recettes de publicité. Les sociétés dans nos pays sont en situation de monopole. Donc, la publicité de marque, c'est elle qui est payante. Mais il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas tellement. D'accord. Alors, quels sont donc... est-ce que vous pouvez nous décrire un peu son organisation? Bon, c'est l'organisation type de tout journal. D'abord, nous sommes une entreprise intégrée. Dès le début, nous avons eu une société éditrice. Donc, nous avons eu tout. Nous avons d'abord une rédaction, mais nous avons aussi une imprimerie avec tout ce que cela comporte comme organisation. Nous avons bien sûr un service comptable, un service commercial, etc., etc. Donc vraiment nous sommes une société intégrée. Est-ce qu'à l'Obs, la convention collective est appliquée? Avant que la convention collective soit formellement adoptée, au niveau de l'observateur, moi j'avais déjà pris un certain nombre de mesures pour faciliter, en tout cas favoriser le climat de travail et les conditions de travail. Maintenant, la commission collective est là. Bon, nous tentons en tout cas du mieux que nous pouvons de l'appliquer. D'abord, quand vous voyez parler de convention collective, il ne faut pas ne voir que les journalistes, il faut voir le reste. Ceux qui travaillent dans les choses,
à l'imprimerie, ils sont régis par une convention collective. Ceux qui sont dans les bureaux, ils ont leur convention collective. Mais vous savez, en matière de convention collective, il ne faut pas voir que ce qu'on donne aux gens à la fin du mois. Ça, ce n'est rien. C'est quelque chose, bien sûr, mais c'est que ça, c'est sous-tendu par des charges sociales. Il faut cotiser pour la retraite. C'est sous-tendu par des impôts et qu'il faut payer à bonne date quand vous retenez sur les IUTS. Mais je vous dis, quand vous avez plus d'une 80aine de personnes, hommes à l'observateur, de plus en plus à la fin du mois, le directeur voit rouge. Il y a des moments même où il veut fuir. Et je vous dis que le problème des journaux, surtout que nous devons, il faut avoir la trésorerie pour honorer tout ça, payer les gens, mais payer aussi les impôts. Pendant ce temps, votre argent dort dehors parce que vous avez des clients, le plus souvent d'ailleurs l'État, qui va vous mettre 6 mois, souvent même une année, pour payer des annonces. Alors que sur ces annonces, vous avez eu à payer la taxe sur le chiffre d'affaires. Ce qu'on devrait peut-être faire pour les journalistes dans la situation que nous vivons, c'est de nous appliquer le régime des sociétés qui sont régies par ce qu'on appelle les bénéfices non commerciaux. C'est-à-dire qu'il y a certaines sociétés, je crois, je ne les cite pas comme ça, mais ça existe, et ils ne payent la TVA qu'à partir du moment où leurs factures ont été payées. On aurait dû d'ailleurs se battre quand nous sommes allés voir les autorités pour que ce soit ce régime-là qu'on nous applique. Alors, parlant de convention collective, revenons un peu sur la loi sur la presse votée par le CNT consacrant les médias publics en société d'État. Vous êtes l'un des géniteurs selon nos informations, mais 5 ans après, son application n'est pas effective. Commentaire DP? Bon, effectivement, j'étais le président de la commission chargée justement des réformes en matière de presse et nous avons suggéré qu'il en soit ainsi. Parce que, c'est pas normal qu'à la télévision ou à Sidoaya, quand vous devez même acheter une rame de papier, il faut suivre la procédure budgétaire, la comptabilité publique qui est trop longue. Donc, ça inhibe, ça crée même des occasions de dysfonctionnement. C'est pour ça que nous avons suggéré que toutes ces sociétés-là deviennent des sociétés d'État. Mais, bien sûr, pour ce qui est de la mise en application, là, vraiment, je ne sais pas ce qui coince parce que depuis lors, je suis un peu loin de ce dossier-là. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Alors, une lettre pour l'AI, la marque déposée de l'Obs, et cette page qu'elle désigne est très prisée des lecteurs. Peut-on savoir davantage sur cette mythique lettre pour l'AI? Pour ceux qui ont pratiqué les humanités du XVIIe et XVIIIe siècle, dans le lagar de Michard, ils se souviennent certainement de Madame de Séville. Ils se souviennent aussi des lettres persanes. C'est le genre épistolaire à travers lesquels, pour les lettres persanes par exemple, Montesquieu pratiquer une satire de la société française en imaginant une correspondance entre deux persans qui est en visite à Paris, Usbek et Rika. C'est un peu sur ce genre épistolaire-là que mon ami et premier collaborateur Edmond Nana a eu l'idée géniale d'adapter la lettre de l'Aï en imaginant un cousin au village, Wambi, avec qui correspond un de ses parents, un de ses cousins, Pasek Talé, qui est en ville. Et au début, finalement, la lettre, là, comment ça se passait? Dans la semaine, on résume les événements de la semaine. On dit, cher Wambi, voilà ce qui s'est passé, etc., 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 etc. Et à la fin, on terminait par une petite révélation. Imaginez-vous qu'à l'époque, même quand les syndicats déposaient des préavis de grève, personne ne savait. Et c'est petit à petit, il n'y a que l'observateur qui divulguait ça. Et des gens comme Touré Souman, ils venaient,
il voyait Edmond, dit, bon, moi je t'apprends que nous avons déposé un préavis de grève auprès de choses. Donc on terminait l'énumération des événements là par des révélations de ce genre-là. Et évidemment, petit à petit, la lettre a pris de l'ampleur et est devenue, bon, ce que vous savez aujourd'hui. D'accord. Laï, Tipoko, Pasek-Talé font dire à certains que l'Observatoire Palga est aussi centriste et spécifiquement Ouaga centriste avec la liste des marchés de la zone de Ouagadougou. Qu'en dites-vous? Bon, vous savez, un journal, c'est d'abord une activité de proximité. D'abord, les marchés là. Il fallait avoir l'idée de publier les marchés. Donc quand nous avons commencé à publier le journal en 1973, on a dit, voilà, voilà, autour de nous, à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait? D'abord, c'était les marchés que nous connaissions, Zaktouli, Samba, Bachenko, Dassouli, c'était ceux qui nous entourent. Et le plus souvent, d'ailleurs, c'est les gardiens, nos gardiens là, qui nous disaient, Rundaya Bondara. C'est comme ça que nous avons appris à faire à rassembler les marchés. Parce que vous savez que dans la zone Moussi, là, les marchés ont un cycle de 3 jours. Et le 3 jours, là, c'est quoi, si vous voyez? C'est le cycle de la maturation du dolo. Voilà. Ailleurs, c'est pas comme ça. Ailleurs, dans certaines zones, c'est 5 jours. Il y en a même où c'est toutes les 3 semaines. À Léo, par exemple, il y a ce qu'on appelle le 21. Bon, mais on ne connaissait pas tout ça. Mais vous avez vu que la liste des marchés s'est allongée. Alors qu'au début, il n'y en avait pas beaucoup. Parce que simplement, les intellectuels qui sont à Ouagadougou, il y en a qui viennent nous voir, qui disent non, mettez aussi le marché de notre village parce que le marché de notre village correspond avec le marché de tel autre, etc. etc. Et c'est comme ça que ça grandit. Mais ça n'a rien à voir avec le... C'était tout à fait normal au début. Mais vous voyez, au début même, quand nous prenions le journal, quand on prenait le journal, il y avait le calendrier grégorien, il y avait la fête du jour. Non seulement il y avait la fête du jour, mais nous mettions aussi le calendrier hégirien. Nous mettions la date, le calendrier musulman. Mais à un moment donné, pour le calendrier musulman, nous avons laissé tomber, parce que nous basions sur le calendrier du vieux Lassina Traoré, qui selon nous était quand même le meilleur. Mais il y avait d'autres. Et bon, donc ça commençait à se chamailler, surtout pour la fixation des fêtes. Et nous avons laissé tomber pour ce qui est du calendrier hégirien. D'accord. On accuse également votre journal d'être à la solde de l'Église catholique. Que répondez-vous à ces critiques? Mais l'Église catholique, c'est la même chose. D'abord, vous savez que toutes les religions, les 3 religions que nous avons, bon, disons surtout l'islam et le christianisme, le catholicisme et le protestantisme, chacune de ces religions-là a ce qu'on peut appeler son avantage comparatif. C'est-à-dire quelque chose qui l'excelle, qui est là et que les autres n'ont pas. Ce que les catholiques ont, c'est l'organisation. C'est une religion calendaire. Tout est calibré là-bas. Là. Et ils ont même une doctrine sociale qui met en exergue les moyens de communication sociale. Donc, l'Église, ils ont leur propre service d'information qui se déplace même vers les journalistes. Il suffit simplement de savoir et d'en profiter. Alors, la particularité de votre journal, c'est aussi dans ces titres. Comment vous les élaborez et est-ce juste pour vendre? Bon, n'importe quel journal cherche quand même à faire qu'on appelle des titres incitatifs, des titres vendeurs. Le directeur de la rédaction est là. Vous allez lui poser la question après. Bon, effectivement, quand un titre, mais ce qu'il faut quand même pas faire il ne faut pas que ce soit de la roublardise. Il faut quand même que le titre, effectivement, soit assez... que le corps de l'article réponde quand même un peu aux promesses de la titraille. D'accord. Alors, vous êtes une école pour des confrères qui sont aujourd'hui des patrons d'organes de presse. Et justement, nous avons retrouvé un de vos élèves devenu patron de presse. Et écoutez ce qu'il dit de votre personne. Moi, c'est Zoémanro Dieudonné Zongrana, directeur de publication du quotidien Aujourd'hui au Faso, éditorialiste
analyste politique. Je ne peux pas dire que je ne connais pas le doyen Edouard Ouedraogo, puisqu'il a été mon directeur de publication de 1996 à 2014. Il fut un maître pour moi. J'ai évolué à ses côtés, j'ai appris à ses côtés pendant presque 2 décennies. En tant qu'humain, je pense que c'était comme un père qui nous prodiguait des conseils même pour la vie. Vous savez qu'après votre père biologique, votre patron, s'il est d'un certain âge, c'est votre papa. Professionnellement, ce fut un maître parce que journalistiquement, si c'est l'autre doyen, Sidé Bourema Jérémy, qui m'a mis le pied à l'étrier dans le journalisme, c'est bien Edouard Ouedraogo qui m'a mis en pole position, qui m'a vraiment guidé vraiment dans ma carrière, parce que quand on fait 18 ans aux côtés d'un monument comme lui, on apprend beaucoup. Quand je dis maître, ce n'est pas un jeu de mots, c'était vraiment un maître parce qu'à ses côtés, j'ai beaucoup appris. Et si aujourd'hui j'arrive à me débrouiller un peu, c'est grâce, entre autres, à Edouard Ouedraogo, qui vraiment, journalistiquement, nous a appris, et même dans la gestion. Vous savez que de journaliste, je deviens employeur. Alors, donc, même dans la gestion d'un journal, je peux dire qu'en l'observant, j'ai beaucoup appris, ce qui me permet aujourd'hui d'arriver tant bien que mal à gérer le journal aujourd'hui au Faso. Vous savez qu'on faisait les éditoriaux et il était très regardant. Pour lui, l'écrit reste, or les paroles s'envolent. Donc, pour lui, il est très pointueux, il est très regardant sur ce que vous écrivez, une incise, un adverbe, un qualificatif mal placé et il vous dit ah, là ça ne va pas. Je me rappelle un jour que j'avais employé par exemple le mot Pygmalion. Bon, il m'a appelé, dit est-ce que vraiment je suis sûr, on a discuté et bon, mais moi j'étais sûr parce que j'avais regardé dans le dictionnaire, j'étais sûr de... Donc je suis sorti de son bureau, mais après il m'a rattrapé dehors et il m'a demandé est-ce que vous êtes sûr que le Pygmalion ici convient? Donc c'est pour vous dire que c'était un perfectionniste. Et souvent, je lui disais, et monsieur le directeur, nous, on ne peut pas atteindre ce que vous voulez qu'on atteigne le niveau de... Il dit, pourquoi vous ne pouvez pas atteindre? Je l'ai dit dans le premier éditorial de mon numéro 00. C'est lui qui a tracé les linéaments de la presse écrite privée. Au Burkina, c'est notre Robert Hersant. Vous connaissez Robert Hersant. C'est un des monuments de l'édition en France. Et je profite pour dire que quand les gens disent que bon, je suis un gros monologue, j'emploie les gros mots, bon, ça me fait rire. Mais j'ai de qui tenir. Est-ce que ceux qui disent ça, ils n'ont pas encore lu les éditoriaux d'un Bourema Jérémy Sidé il y a 20 ans, ou bien d'un Edouard Ouedraogo il y a 20 ans, quand Edouard signait les éditoriaux, au Nekibero. Donc les chats ne font pas des chiens. Bon, je suis un produit de l'observateur d'Edouard Ouedraogo. Bon, je pense qu'aujourd'hui au Faso, je vois moins mon quotidien comme vraiment un concurrent de l'observateur. De toute façon, aujourd'hui au Faso a 6 ans, presque 7 ans. L'observateur a 47 ans. Il n'y a pas marche comme on dit. Si nous arrivons à survivre, c'est un prolongement. Ceci dit, c'est vrai qu'on est tous des quotidiens. Bon, il y a toute la concurrence parce que c'est des produits commerciaux au-delà. Mais je pense que moi, je peux dire que bon, je suis aussi un produit de l'observateur. J'essaye aussi de faire mon chemin. D'abord, je vais lui dire qu'il est un papa pour moi. Il nous a inculqué l'esprit phosphorescent. Et je le remercie sincèrement pour ce qu'il a fait de moi, parce que professionnellement, je lui dois beaucoup. Je ne peux que dire merci au maître Edouard Ouedraogo. Réaction. Oh, réaction, Dieudonné. C'est un jeune que j'ai travaillé beaucoup avec lui. Et chaque fois quand il entrait dans mon bureau, parce qu'il a fait un éditorial, quand il ressortait en dodelinant de la tête, et il disait chaque fois effectivement, ah, vous, ce que vous voulez là, c'est pas possible. Je dis non, pourquoi, comment ce n'est pas possible? Et souvent aussi je le taquinais en disant, bon, vous êtes surtout fait pour la presse audiovisuelle, surtout la télévision, parce que vous êtes télégénique, vous savez bien nouer votre cravate, etc. etc. Bon, mais effectivement, c'est quelqu'un de... Je crois qu'il a quand même la bosse du journalisme. C'est-à-dire qu'il aime, il fuit, il cherche, Bon, je crois vraiment je ne pense pas, il n'aurait pas peut-être mieux réussi professionnellement ailleurs que dans le journalisme. Alors, votre commentaire sur le cas spécifique de Adama Ouedraogo Didamis qui a été jugé dans l'affaire du coup d'État manqué. Bon, le cas de Damis aussi, Damis,
Lui aussi, c'était un grand fureur. Je ne sais pas, il demandait à ceux qui ont travaillé avec lui, il avait un carnet d'adresses impressionnant, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, en France, au Niger. Il avait des gens, on l'appelait de partout. On a l'impression vraiment que, bon, il ne voulait pas que quoi que ce soit lui échappe. Il était toujours parti, enfin, ou du moins en train de chercher, de fouiner. Et justement, bon, je ne sais pas s'il ne s'est pas retrouvé au mauvais moment, à la mauvaise chose, au mauvais jour. D'accord, je ne sais pas. Okay. Alors, une autre halte dans cette émission pour écouter des témoignages sur votre personne. Charles Guibaud, je travaille à la Sonopost. Moi, le mot que je trouve, c'est un ami. Hein. Je tiens une rubrique là, chaque mardi. Voilà, ça renforçait notre amitié. Les élucubrations de Touégui. Vraiment, c'est sa gentillesse et sa culture qui m'impressionne toujours. On s'est toujours connus depuis l'enfance, sans se suivre comme ça, quoi. Et que si vous avez un problème, en tout cas, soyez là, il sera là pour vous aider. Le 3 janvier 1966, là, on fait les rues ensemble. Hein. Je le vois, il avait un bâton, une branche d'arbre là, qui tenait en main. Et on suivait la masse, quoi. On criait. Et là, je pense que tu seras à l'honneur dans l'émission Le Tapis d'honneur. Toutes mes félicitations. Et tu le mérites. Et j'attends impatiemment pour entendre tes révélations à la nation. Je suis Jean-Baptiste Ilboudou. Je suis journaliste à la retraite depuis 11 ans. J'avoue que nos premiers contacts se situent dans les années 77-78, quand j'étais chef de la station régionale de Bobo-Dioulasso. Quand il avait un article à écrire sur la région, il venait à Bobo-Dioulasso rencontrer les personnes de source et il passait à la maison pour qu'on échange. C'est là que j'ai découvert une de ses qualités et c'est un homme d'écoute. Quand le ministre Philippe Sawadogo a créé la DDM, il m'a fait l'honneur de me nommer comme premier directeur. Dans le programme d'action, on avait initié un certain nombre d'activités, notamment le renforcement de la maîtrise de la langue française pour les journalistes de presse écrite. Et est ressorti comme étant un besoin. Et aussi, quand on lisait les journaux, on voyait les fautes, mais les coquilles, disons. J'ai été, j'allais dire, choqué, parce qu'il y a des journalistes d'un organe qui ne sont pas venus, et j'ai essayé de savoir pourquoi. Alors, il m'est revenu qu'ils disent qu'ils ont fini avec la langue française. Quelle prétention. Mais j'ai été comme consolé de voir Édouard Ouédraogo venir s'asseoir avec ses petits frères, avec ses employés, et poursuivre le cours. L'atelier a été animé par un professeur de l'université du nom de Youssouf Ouédraogo, si je ne me trompe pas. Alors là, c'est une belle leçon d'humilité qu'il a donnée aux journalistes d'une manière générale. Et surtout à ceux qui disent qu'ils ont fini la langue française, tandis qu'ils n'ont même pas encore commencé, parce que dans notre profession, on n'a jamais fini d'apprendre. Et lui, il le sait très bien. Parce qu'il avait de bonnes raisons de ne pas venir à cet atelier, parce qu'il est professeur de français d'origine. Alors je dis chapeau bas, grand frère, pour cette leçon d'humilité que vous donnez à la jeune génération. Moi, je suis Alexandre le Grand Rwamba, je suis journaliste et je suis également le président de l'Union catholique africaine de la presse section du Burkina Faso. J'ai connu Édouard Ouédraogo dès mes premiers pas en 1993 quand j'exerçais pour les premiers moments aux éditions Le Pays, mais surtout à cause de l'Union catholique africaine de la presse, l'UCAP au Burkina, dont il est membre fondateur. Qui rencontre Édouard repart très satisfait. Édouard n'aime pas, j'allais dire, la paresse. Il n'aime pas, j'allais dire, celui ou le jeune qui ne s'engage pas. Il nous dit toujours, essayez toujours, foncez. Parlant toujours de l'UCAP, vous savez que moi j'étais aux éditions Le Pays, lui il est à l'Observatoire Parga, et il y avait une conférence qu'il devait animer à Bamako. Et l'abbé Dieudonné Kalmoro, qui travaille avec Édouard au sein de l'UCAP, m'a approché pour que je puisse représenter l'UCAP Burkina à Bamako. Et il me signifie simplement que Édouard doit donner une conférence. Édouard m'a appelé et dit « Comment tu vas à Bamako ?» J'ai dit « Bon, naturellement, je vais prendre les occasions. »
et puis essayer de rallier la capitale malienne. Elle dit non, moi j'y vais, viens dans ma voiture, nous allons aller ensemble, nous allons échanger tout au long du chemin. Et j'ai trouvé cela, vous savez, la rivalité qu'il y avait entre l'observateur et le pays. Et moi, j'avais peur de rentrer dans sa voiture parce que mon patron allait dire tu es rentré dans la voiture du doyen. Effectivement, je suis rentré dans sa voiture, c'est lui qui m'a conduit jusqu'à Bamako et il m'a nourri. Et je crois que cet acte-là, comme je l'ai dit, l'homme au grand cœur, ça s'est déjà manifesté dès les premiers instants de notre relation. Et comme on le dit à Mouré, je lui souhaite un très long nez. Réaction des pays? Vraiment, je crois qu'il y a beaucoup de dommages. Mais parmi ceux qui ont parlé, il y a un malheureusement qui n'aime pas ce genre d'exercice. M. Charles Guibault. Il en connaît. Il serait vraiment très intéressant. Mais jamais vous n'allez obtenir de lui qu'il se livre à ce genre d'exercice. Maintenant, pour les épisodes que Jean-Baptiste a rappelés, bon, moi je me rends compte, parce que quand je suis allé à cette formation-là, et aujourd'hui encore, vous savez, la télévision fait des cours de rattrapage, enfin des cours il y a des cours de maths, il y a des cours de physique, etc., des cours de français. Voilà, mon épouse est là, je suis ça attentivement. Et je me rends compte que la façon dont nous enseignons, nous, le français, il y a une cinquantaine d'années là, ça n'a rien à voir avec la pédagogie d'aujourd'hui. Et je vois vraiment qu'ils ont... C'est bien... En tout cas, c'est bien organisé le tableau. Non, je suis sidéré. Donc, il faut toujours apprendre. Surtout en tout cas dans le journalisme, il faut toujours apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Alors, M. Ouédraogo a-t-il un bord politique? Vous avez-il un bord politique? Un bord politique? Non, c'est-à-dire engagé politiquement. Non, mais j'ai quand même des préférences politiques. Quand on était jeune, comme beaucoup de ma génération, moi j'étais plutôt proche du réformisme, un peu la social-démocratie, plus ou moins teintée de choses inspiré par la démocratie chrétienne de Georges Bidault et autres. J'étais plutôt de ce côté-là. Et un peu, je continue d'être un peu de cette sensibilité. Vous avez une carte d'un parti politique? Non. Non. Mais je vote pour quelqu'un, j'ai toujours voté. Et pour les élections à venir, je vais voter, certainement. D'accord. Alors, on vous soupçonne d'appartenir à un groupe de grands intellectuels, mais aussi centristes et ouaga-centristes, qui ont toujours manœuvré dans l'ombre pour que la présidence demeure entre les mains d'un ressortissant du centre. Ça, c'est vraiment le serpent de mer. Moi, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Bon, en général, quand on est... c'est les gens qui sont dans des positions minoritaires, que ce soit ethniques, que ce soit régionales ou autres, qui sont très activistes et qui s'organisent par instinct de conservation pour mieux s'exprimer, pour mieux se faire valoir. Bon, moi, quand on parle de cette histoire de Ouagadougou, moi, ça me renvoie plusieurs années en arrière. Quand il s'est agi en 1957 de former le premier gouvernement, les hommes politiques du PDU, MDV, MPA, beaucoup se sont retrouvés à Abidjan, notamment plus exactement à Yamoussoukro, en avril 1957, pour esquisser le gouvernement. Et il y a eu ce qu'on a appelé le protocole de Yamoussoukro. Une des clauses non écrites de ce protocole-là, justement, c'était de faire une espèce de cordon autour de Ouagadougou, autour du centre, pour que le pouvoir ne revienne pas à quelqu'un de Ouagadougou. La classe politique, là, c'était les Joseph Ouédraogo, les Joseph Konombo, les Bouddha François. On disait non, il faut éviter que le pouvoir revienne à ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils sont trop inféodés à la chefferie traditionnelle et à l'église catholique.
Alors, DP, nous allons aller un peu plus rapidement à présent, et le temps nous manque énormément. Alors, vous êtes un leader de la société civile burkinabé et en tant que membre fondateur du GERDES, pouvez-vous nous parler brièvement de cette OSC? Du GERDES. Bon, c'est dommage que vous ne m'ayez pas laissé vraiment terminer mon propos, mais parce que c'est quand même important. Oui, allons-y. Et c'est pour ça qu'effectivement, le premier vice-président du conseil de gouvernement, ça n'a pas été Joseph Ouedraogo qui voulait, mais ça a été plutôt Ouézin Coulibaly. Mais Ouézin Coulibaly, qui était un grand homme politique, un homme d'État et qui avait une longue vision, automatiquement, il a mis Joseph Ouedraogo dans son gouvernement à un poste de choix. Je crois qu'il était ministre des Finances. Et lui-même, à l'occasion du décès du Naba Saga en novembre 1957, il a prononcé un vibrant hommage à l'endroit de la chefferie traditionnelle que n'auraient peut-être pas pu écrire les fameux moussis du centre. D'accord. Revenons donc au GERDES. Bon, le GERDES, c'est le groupe d'études et de recherche pour le développement économique et social. C'est une ONG qui a été créée en 1990 à Cotonou par un certain nombre d'intellectuels qui ont fait le constat il y avait une trentaine d'années d'indépendance. Malheureusement, une trentaine d'années d'indépendance qui s'est soldée par les programmes d'ajustement structurel, par les régimes dictatoriaux où il n'y avait pas la liberté d'expression, il n'y avait pas le pluralisme. Et ces intellectuels-là se sont retrouvés pour dire, bon, faisons le serment que quand même dans 30 ans, quand on va faire le bilan, le sort de l'Afrique sera quand même meilleur. Et c'est comme ça qu'est né le GERDES. Et nous avons créé la section locale 2 ans plus tard à Ouagadougou. Alors, que pensez-vous des OSC qui pullulent de partout et dont certaines discréditent donc des OSC de par leurs actions négatives? Bon, le nombre la pléthore d'OSC, bon, c'est peut-être aussi la preuve d'une certaine vitalité démocratique, parce que si la démocratie ne vit pas, il ne peut pas y avoir beaucoup d'OSC. Bon, bien sûr, il y a même des doublons, ils sont nombreux à faire, par exemple, dans le domaine des droits de l'homme et autres. Bon, mais vous savez, comme on dit, laissez-les vivre, hein, Dieu reconnaîtra les siens. Alors, une autre structure dont vous êtes un membre fondateur, c'est la CEP, la Société des éditeurs privés de la presse. Et depuis sa création, la CEP a œuvré depuis donc à la défense et à la promotion de la liberté de la presse au Burkina. Que pensez-vous donc de cette liberté aujourd'hui? Bon, la liberté, je pense que sur le plan des normes, c'est-à-dire normatifs, des textes et autres, bon, je ne dis pas que tout est parfait, hein, mais quand même, ce n'est pas les textes qui nous empêchent de vivre. Ça ne peut pas compromettre la presse aujourd'hui, même si évidemment les textes d'aujourd'hui restent perfectibles. Bon, il y a eu des atténuations quand même opérées avec les nouveaux textes là qui réglementent d'une certaine manière les reportages sur les événements terroristes et autres. Bon, mais le vrai problème de la presse écrite aujourd'hui, c'est vraiment sa survie sur le plan économique et financier. C'est ça. Alors, notre défunt confrère Norbert Zongo a payé de sa vie dans son combat pour cette liberté. Et depuis une vingtaine d'années, justice ne lui est toujours pas rendue. Qu'en pensez-vous? Je suis désolé comme tout le monde. Bon, Norbert Zongo, moi je l'ai connu. Et 2 ans avant son décès, nous avons fait une semaine ensemble à Dakar. Et c'est là que je l'ai vraiment bien connu et apprécié. Bon, on se donnait des conseils. Et bon, s'il était là, il pourrait dire évidemment ce que je lui avais donné comme mes appréciations sur le journalisme d'investigation. Bon, malheureusement, il a payé cela de sa vie. Et nous attendons tous vraiment que la lumière soit faite sur cette affaire-là. On l'espère. Alors, nous avons tendu notre micro à quelques personnalités de la société civile et de la sphère politique, et voilà ce qu'elles disent de vous. Moi, je suis Mariam Léon.
et je suis présentement la chargée de programme du groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social. Disons que mes relations avec M. Edouard ont commencé vers les années 90, au moment où justement nous mettions en place le groupe, le GADES Burkina. Vous savez que le chargé de programme, c'est pratiquement le bras droit du président. Si je devais résumer ce que je connais de M. Edouard, j'allais simplement dire que c'est un homme de principe, un homme au grand cœur et puis un manager avisé. En 2014, le 31 mai, nous avons tenu l'Assemblée générale ordinaire. Par acclamation, toutes nos antennes provinciales l'ont acclamé pour qu'il poursuive sa mission de président. Il a dit, mes chers enfants, vous savez, nous travaillons pour la consolidation de la démocratie. Nous devons être les premiers à donner l'exemple. Donc je ne vais pas poursuivre. Il faut aussi de l'alternance démocratique. Et c'est comme ça qu'il a quitté la présidence du GADES. M. Edouard, c'est quelqu'un qui travaille avec deux piliers, la confiance, la reconnaissance. De telle façon que quand tu travailles avec lui, tu es obligé de te donner. Je remercie évidemment la RTB d'avoir instauré cette émission qui met en exergue les personnes ressources. Et je suis très contente, Président, que vous ayez été choisi par la RTB pour faire cette émission. Je suis Simon Compaoré, ou disons fonctionnaire à la retraite. Ah oui, ben si, je le connais. Le doyen, le Coran, il a fréquenté une université que nous avions fréquentée bien après lui. C'est l'université de Dijon. Il a créé un journal qui a connu beaucoup de difficultés, mais qui a su cultiver une résilience et qui aujourd'hui, au niveau de la presse écrite, on ne peut pas ne pas citer l'Observateur par là. C'est Edouard Ouedraogo qui a été le géniteur de cet organe de presse qui continue à être cité comme modèle. Moi, je fais un peu de politique, donc je sais qu'ils sont souvent, lui et bien d'autres, souvent critiqués parce qu'ils ne sont pas complaisants vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc ça peut être dérangeant quelquefois. Mais je me suis rendu compte finalement que c'est quelqu'un qui a sa façon de parler, d'opiner, qui n'a pas peur de ses opinions, mais qui est aussi sociable. Je suis donc Zéphirin Diabré, président de l'Union pour le progrès et le changement et chef de file de l'opposition politique du Burkina. Je peux dire que je le connais, puisque c'est quand même une personnalité qui appartient au paysage médiatique du pays depuis des décennies. J'ai eu l'occasion de le fréquenter, même si je ne suis pas un familier. Il n'est pas de ma génération, donc ce n'est pas quelqu'un avec lequel je dirais qu'on a fait les 400 coups. C'est un pionnier qui indéniablement a marqué son temps et a marqué donc votre industrie par son empreinte. Non seulement pour le fait d'avoir été l'un des précurseurs, mais surtout pour la particularité du parcours qu'il a eu depuis. Rares sont ceux qui, en plusieurs décennies, peuvent conduire la création et le développement d'un organe de presse comme l'Observateur, par là, qui est une référence incontestable sur le paysage médiatique, mais surtout le faire en traversant des épreuves difficiles, comme celle qu'il a connue avec l'incendie de son journal qu'il a pu faire naître de ses cendres. C'est un journal de référence écrit parce qu'il est très équilibré. On ne peut pas le soupçonner d'accointance dans un camp comme dans l'autre. Et nous qui sommes dans l'opposition, je dois dire qu'on n'a pas à se plaindre de ce point de vue-là. Vous semblez impartial dans le traitement de l'information, mais on se rappelle qu'en 2018, je crois, Souman Touré vous accusait d'ouvrir plus vos colonnes à Philippe Ouedraogo, alors qu'une querelle les opposait concernant la présidence du PAI. Concernant mon ami Touré Souman, je préfère ne rien dire, parce que tout ce que je peux dire, il le retiendra contre moi. Donc, Alors, vous avez été témoin de nombreux mouvements sociaux et politiques de notre pays. Pouvez-vous nous donner brièvement quelques souvenirs sur l'ouverture de la radio nationale le 25 octobre 1959 Pour l'ouverture de la radio, le jour même, je n'étais pas là. Je vois derrière, là, je vois des gens comme le Paul Ismaël qui s'en souviennent. Je sais seulement que la radio est venue rapidement dans ce contexte-là parce que il fallait cet instrument de souveraineté
et d'expression à Maurice Yambego, surtout quand la Haute-Volta a quitté la Fédération du Mali. Vous savez, nous avons fait partie brièvement de la Fédération du Mali avec le Bénin, le Soudan, le Sénégal. Et la Haute-Volta et le Bénin se sont retirés. Bon, il y a eu pas mal de choses. Et surtout, Radio Mali ne nous ratait pas. Et bon, c'était aussi à l'époque où il y avait déjà les blocs de Brazzaville, blocs de Casablanca, etc. Donc, Maurice Yambego, qui très rapidement a vu vraiment le parti qu'il pouvait tirer de la radio, il a tout fait pour que la radio soit lancée en 1959. Et il a même été plus loin. Il a fait venir des radios là qu'on appelait des WAPI au drapeau de la Haute-Volta et qui étaient vraiment là pour que tout le monde puisse rapidement capter, tout le monde puisse rapidement être vraiment un vecteur pour la politique de développement économique et social qu'il entendait initier pour le pays. Alors la proclamation de l'indépendance le 5 août 1960. Bon, ben là, nous étions élèves, j'étais un adolescent, j'étais là, dans la cour de l'actuelle présidence. Bon, c'était vers minuit. Bon, vous savez, les pays du Conseil de l'Entente ont pris l'indépendance à 2 jours d'intervalle. Ils ont commencé par le Dahomey, le Bénin, le 1er août. Ils sont allés avec les Oufouettes, ils se sont déportés à Niamey pour proclamer l'indépendance du Niger. Et le 4 août à minuit, c'était à Ouagadougou. Le général de Gaulle était représenté par Louis Jacquinot. Maurice a proclamé l'indépendance. Beyon Kodé, qui était le président de l'Assemblée nationale, a entonné l'hymne. Et la chorale de l'abbé Robert, qui devait reprendre, n'a pas pu, parce que le La était trop haut. Beyon Kodé ne devait pas être un grand musicologue. Et c'est Maurice qui a repris Fier Volta et la chorale a enchaîné. Bon, donc ça, ce sont des anecdotes. Et ensuite, il y a eu les réjouissances populaires et tout ce qui s'ensuit. Le soulèvement populaire du 3 janvier 1966. Le soulèvement du 3 janvier 1966, nous étions les premiers étudiants de Ouagadougou. J'étais là et Charles Guibault en parlait tout de suite. Il disait qu'il me revoit. Chaque fois il me rappelle ça, il dit, il se rappelle ma tenue. Moi je ne me rappelle pas finalement ce que je portais. Mais en tout cas on était dans la rue ce jour-là. Bon, est-ce qu'on était vraiment conscient de l'enjeu? Je ne suis pas sûr, mais nous suivions quand même nos maîtres. Nous avions les Kizerbo qui étaient nos professeurs. Nous avions un certain nombre de gens qui... Bon, on est sortis et on a pris la rue. Alors, la grande famine de 1973. La grande famine de 1973 a été vraiment le lancement des ONG au Burkina, en Haute-Volta. C'est à partir de cette date-là que notre pays est devenu vraiment la terre de prédilection des ONG. C'est même à cette occasion aussi que la LIPAD, la Ligue des Patriotes pour le Développement, que le PAI va récupérer après, a été créée. J'étais à la création, ensemble, il y avait toutes les tendances, la tendance réformiste, la tendance même RDA, la tendance marxiste. Ça a été lancé à l'éducation ouvrière, à côté du lycée. Là. Alors, la grève générale de 1975. Bon, la grève générale de 1975 a été aussi un événement fondateur parce que faut pas oublier que cette grève-là a mis un frein à la tentative qu'avaient caressé les militaires avec Sangoulé Lamizana de créer un mouvement unique comme cela proliférait un peu partout. Il y avait le Zaïre qui était vraiment le modèle avec l'authenticité. Il y avait le Togo à côté. Et au niveau du Burkina aussi, on a voulu lancer le mouvement national pour le renouveau. Et la grève de 1975 a mis un terme à cette velléité-là. D'accord. La révolution du 4 août 1983.
Bon, la révolution, si je dis que j'étais content, ça je mentirais. Parce que moi je ne suis pas révolutionnaire et je voyais venir. Moi c'était surtout le problème des libertés. J'ai quand même un peu une petite culture marxiste qui me convainc que ce n'est pas possible qu'un régime révolutionnaire vraiment qui prône la lutte des classes puisse accepter que les libertés démocratiques, les libertés syndicales, les libertés de réunion et autres prolifèrent. Ce n'est pas possible. À terme, on était convaincus que ça ne pouvait pas marcher. Alors, le coup d'État du 15 octobre 1987. Le coup d'État du 15 octobre 1987. Bon, on peut dire que pour nous, à partir de quand il y a eu le coup d'État du 15 octobre, on a poussé des oufs de soulagement, puisque c'est Thomas Sankara, avec son charisme et son équation personnelle, qui faisait la révolution, selon nous. Donc, à partir du moment où lui n'était pas là, on était convaincus que la révolution telle qu'elle elle avait été amorcée ne pouvait pas continuer. Donc, à partir de ce moment, nous nous sommes mis à caresser l'espoir que, d'un moment à l'autre, on reviendra vraiment à une vie constitutionnelle normale avec le pluralisme sur le plan politique, sur le plan médiatique et d'une manière générale que vraiment, on reviendra vraiment à la haute volta, peut-être pas à l'appellation, mais dans un pays où vraiment tout le monde peut librement s'exprimer dans le journal de son choix et le parti de son choix. Alors, l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. L'insurrection populaire, ça m'a rappelé un peu le 3 janvier. C'est-à-dire que on dirait que finalement, que ce soit Blaise Compaoré, que ce soit Maurice Yamerogo, quand on analyse les choses froidement, on se rend compte que les intéressés auraient pu éviter ce qui est arrivé. Maurice Yamerogo aurait pu. Il suffisait simplement qu'il accepte de recevoir les syndicats. Les syndicats demandaient simplement à le voir, c'est pas possible. Et c'est ça qui a amené l'affaire, les événements. Blaise Compaoré, il suffisait simplement le 28, quand il y a eu la grande manifestation là, de dire, prendre la radio et de dire, écoutez mes chers compatriotes, je vous ai compris, je laisse tomber, et peut-être qu'il serait parti la tête haute. Personnellement, même à cette date-là, moi j'ai fait des démarches envers des gens. Mon ami Lengani Isaka, le président Jean-Baptiste Ouedraogo, à qui j'ai téléphoné, j'ai dit, Jean-Baptiste, tu as un contact direct avec le président. Est-ce que tu ne peux pas lui dire d'aller à la radio et de déclarer qu'il laisse tomber? Bon, malheureusement, Jean-Baptiste m'a dit, oh, tu sais, depuis telle date, il ne me prend plus au téléphone. Ah, ouais, donc, c'était son destin. Voilà. Alors, en préparant cette émission et selon certaines indiscrétions, on a appris que vous aviez participé aux négociations pour le retour du Premier ministre Luc Adolphe Thiaw au lendemain donc, de ces événements. Est-ce vrai et comment se fait-il qu'il ait été déposé à là aussi, je dis, on me prête beaucoup de choses. Donc, non, quand Luc Adolphe Thiaw a voulu venir, il m'a appelé. Il m'a dit, je te demande d'aller voir le cardinal. Et il a dit, c'était le cardinal, et puis il faut le président pour leur dire que je vais rentrer. Bon, je suis allé tout de suite à l'archevêché. Le cardinal n'était pas là. Bon, mais pour le président, on ne va pas chez le président comme on va chez un copain comme ça. Mais je suis passé par quelqu'un qui le connaît bien et dont je savais qu'il le voyait régulièrement chaque jour. Je suis passé par ce monsieur-là et j'ai dit, le Premier ministre dit qu'il va rentrer. Qu'est-ce qu'il veut qu'on sonne le président? Il a été voir le président et il est revenu me voir. Il m'a dit que lui, il en a parlé au président qui n'a rien dit.
Et j'ai téléphoné à Adolphe, à Luc Piao. Je crois que j'étais là même assis ce jour ici. Je l'ai appelé, je dis, je n'ai pas pu voir le cardinal, mais du côté du président, il n'a rien dit. Il n'a pas fait de commentaire. Bon. Moi, je croyais même que le Premier ministre venait par avion. J'ai été étonné qu'il m'appelle en disant, je suis à la frontière. Je dis, mais tu viens par la route. Il dit oui, qu'il vient par la route. Donc, vous voyez, je ne savais même pas comment il est venu. Donc, quand il est venu, bon, vous savez ce qui s'est passé. Mais je pense que le Premier ministre Luc Adolphe Piao est sorti grandi de cette affaire-là. Le fait même qu'il ait fait la Makola, ça a ajouté quelque chose à sa substance personnelle. Et il y a pas, si vous faites un sondage, les gens diront qu'il sait vraiment, c'est un homme. Et ça, peut-être que l'avenir va le lui chose. D'accord. Mais avant qu'il ne soit déféré, est-ce que vous avez eu le temps d'échanger avec lui? Non, je n'ai pas eu le temps d'échanger avec lui. Ok, il nous reste à peu près 15 minutes. Nous allons solliciter vos brèves opinions sur les sujets suivants. Que pensez-vous du président Kaboré et de sa gouvernance actuelle? Président Kaboré me rappelle ce qu'on appelle dans la tragédie grecque, c'est un héros tragique. C'est-à-dire quelqu'un qui se retrouve non pas maître de son destin, mais dont le destin est plutôt ballotté par les dieux, par pas mal de choses qui dépassent son propre contrôle. Bon, il était parti pour être le successeur naturel de Blaise Compaoré, un des successeurs naturels. Bon, tout le monde sait que les choses ne se sont pas passées comme peut-être lui-même aurait souhaité. Mais qui pisait, il a eu à peine le temps de s'asseoir, le terrorisme a commencé, a frappé même en plein centre de Ouagadougou. Nous sommes en train de lutter pour sortir de cette affaire et voilà que la pandémie tombe. Donc, tout ce qui arrive, vraiment, il n'y est pour rien et c'était hors, il ne peut pas contrôler, il n'y est pour rien. Alors vraiment, c'est un héros tragique et je suis quand même épaté par l'espèce de calme, de flegme britannique avec lequel il prend tous ces événements-là. Parce que quelqu'un d'autre aurait perdu un peu son sang-froid comme Donald Trump, qui se met à frapper à gauche, à droite, à chercher des boucs émissaires. On sait que ce n'est pas facile, mais il essaie quand même de faire face avec un sang-froid qui est vraiment à son honneur. Alors, l'extradition de François Compaoré. L'extradition de François Compaoré, si l'extradition a lieu, ça sera une épreuve pour le Burkina Faso. Quand je parle d'épreuve, parce que je dis que ça sera pour nous l'occasion de montrer que nous sommes capables, malgré la sensibilité du dossier, d'organiser un procès équitable, un procès avec tous les standards, notamment le respect de la présomption d'innocence, et que nous serons capables, quel que soit le verdict qui va tomber, à partir du moment où ce verdict-là va entrer dans ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée, que tout le monde va l'accepter, qu'il plaise à X ou qu'il plaise à Y, que tel camp soit frustré ou que tel autre ne le soit pas. Donc, ce sera vraiment une école et un grand défi pour le Burkina à relever. D'accord. Le cas Blaise Compaoré, son retour éventuel au Burkina. Bon, je vous ai déjà dit ce que je pense de Blaise Compaoré. Il a été président. Il a fait ce qu'il a pu. Loin de moi des propos du genre non, il n'a rien fait. Non. Il a fait ce qu'il a, il a fait beaucoup pour notre pays, même si évidemment, comme dans toute action, il y a des parts d'ombre. Mais je dis, il a été chef de l'État. Il a droit à la déférence que nous avons pour les anciens chefs d'État. Il y a un statut des anciens chefs d'État qui est voté et doit pouvoir en bénéficier. Donc nous devons pouvoir un jour réunir les conditions
pour qu'il retrouve le Burkina Faso. Alors, la grogne sociale? La grogne sociale, bon, j'avoue vraiment que moi-même, bien que je sois journaliste, je ne sais plus finalement de quel côté se trouvent les choses, puisque ça tangue de partout. Même dans notre propre profession, je ne sais plus exactement aujourd'hui situer les enjeux. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, au niveau de nos confrères du service public? Qu'est-ce qui est revendiqué? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que le gouvernement répond? Vraiment, j'avoue que moi-même, je suis totalement perdu. L'extension de l'IUTS sur les primes et avantages des travailleurs de la fonction publique. Bon, si on l'applique à ceux du privé, mais pourquoi ceux du public vont échapper? Si maintenant l'État peut trouver autre chose, puisque finalement l'un dans l'autre c'est une affaire de 3 milliards, si l'État peut trouver une autre astuce fiscale pour compenser ce manque à gagner là, bon, en ce moment on pourra peut-être lever l'IUTS au niveau de cette tranche d'indemnité-là. Mais tant que ce n'est pas fait, bon, j'avoue que c'est difficile de comprendre que ceux du privé payent, je sais ce que c'est, et que ceux de la fonction publique ne payent pas. Beaucoup estiment qu'il y a de l'argent chez les miniers, que le gouvernement, ou du moins l'État, ne fait pas l'effort. Bon, mais je crois que là, c'est bien que le Parlement ait initié une commission d'enquête qui a fait ressortir effectivement les dysfonctionnements et les manques à gagner. Ben, il appartient à l'État de faire jouer son autorité pour que les miniers payent ce qu'ils doivent payer. D'accord. Alors, quel commentaire faites-vous sur l'incarcération de l'ancien ministre de la Défense et des anciens combattants, Jean-Claude Bouda? Bon, et on en est encore au stade préliminaire. Moi, je lui accorde le bénéfice de la présomption d'innocence. On va attendre de voir exactement ce qui lui est reproché, quels sont les corps ou le corps du délit ou du crime, et en ce moment... Oui, mais certains estiment que c'est du ressort de la haute cour de justice qui devait s'en saisir du dossier. Ça, c'est sûr que sur le plan... Mais ça, c'est sur le plan de la forme. Bon, mais sur le plan du fond, c'est autre chose. Sur le plan de la forme, effectivement, il était ministre, et les anciens ministres, dans le cadre de leur fonction, sont justiciables devant la haute cour de justice. Moi, personnellement, le concernant, quand on a commencé à parler de sa maison, que je n'ai pas vue personnellement, j'avais pensé vraiment que, bon, voilà un monsieur qui est quand même un héritier, parce que son papa, Paul Bouda, c'était un grand propriétaire foncier de la ville de Ouagadougou. Moi, je pensais que c'est de là qu'est venu, en tout cas, ses moyens. Bon, mais je ne sais pas si ça vient d'ailleurs, ou si on lui reproche autre chose. Ça, on va attendre vraiment d'avoir tout le fond du dossier avant de pouvoir opiner. Alors, de mémoire de doyen, avez-vous souvenance de l'apparition d'une maladie similaire au Covid-19 dans notre pays? En 1956-57, il y a eu ce qu'on a appelé la grippe asiatique. Elle est venue là aussi d'Asie, l'Europe et l'Afrique. Quand elle est arrivée en Afrique, le germe était déjà atténué. Parce que, en Haute-Volta, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait eu des morts. Je ne pense pas. Bon, j'étais jeune, mais je ne pense pas. Mais ce qui est sûr, tout le monde, tous ceux qui avaient quand même un certain âge à cette époque-là, tout le monde a été atteint de cette maladie-là. C'était des courbatures, le nez qui coulait, les larmoiements, etc., etc. Et tout le monde s'est mis à boire le rhum, même les larges, parce que c'était le médicament. Parce que dès que vous preniez le petit bouchon de rhum là, vous avalez avec un peu de citron, ça partait. Donc c'était plus du rhum, c'était devenu un médicament. En 1955 aussi, il y a eu la méningite. Vous savez, bon, ce mot-là, dans cette maladie-là,
En Moré, en tout cas, il n'y a pas un autre mot, on dit Minizit. Et dans les autres langues, là, c'est comme ça. Parce que ça n'existait pas. On ne connaissait pas cette affaire-là. Et c'est en 55-56 que ça a commencé à frapper vraiment au Burkina. Et ça a relancé la consommation. Il y a un fruit qu'on appelle le kara. Le kara en Moré. Oui. Ça pousse en brousse là. C'est sucré. C'est un père blanc qui était là, le père Guarnisson, qui a aussi travaillé beaucoup pour les yeux. Mais c'est lui qui a trouvé que le kara, là, quand on le mangeait, ça protégeait. Parce que ça contient de la vitamine C. Et à l'époque, il n'y avait pas de la vitamine C en pharmacie, en synthétique comme ça. Donc tout le monde s'est mis à manger, à sucer le kara. Donc c'est maintenant la vraie maladie mortelle, c'est le choléra. Et ça, c'est à partir de 73. Et bizarrement, le premier cas de choléra a été détecté à Koudrou en juillet 1973. Là, effectivement, il y a eu des morts. D'accord. Alors, nous vous recevons ici à Zaktouli, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, qui est votre village natal qui se situe de nos jours en plein Ouagadougou. Parlez-nous un peu de son histoire, juste 2 secondes. Je vais parler sous le contrôle du chef qui est là. Bon, vous savez, d'après mes recoupements, les gens de Zaktouli, de Bilbalgo à côté, le Bilbalgo que vous connaissez là, et de Yimdi qui est à 4-5 km d'ici, ce sont des consanguins. Ce sont des parents de même sang. Entre eux, il y a la règle de l'exogamie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'épouser. Donc, pour le village de Zaktouli, le nom initial de Zaktouli, c'était Kontenga. C'était pas Zaktouli. Et le nom subsiste toujours. Là où se trouve l'usine de ciment, là, Diamond, là, ça s'appelle toujours Kontenga. Le village s'appelait comme ça. Mais d'après ce qu'on a pu recouper, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un chef ici de Zaktouli qui a implanté son palais sans tenir compte des indications toponymiques prescrites par la tradition. Vous savez, on enlève la porte des femmes, il y a la porte des visiteurs, il y a la porte des hommes. Tout ça, ça se fait. Même lui, le palais, là, on ne l'implante pas n'importe comment. Et toutes ces portes-là, ces ouvertures-là, sont pratiquées selon quelque chose de bien précis. Bon, lui, il a implanté sa maison là comme ça, wassa. Et quand les gens ont vu, ils ont dit, ah, c'est pas bien. Kachfamaye, Zakaya Touli, c'est-à-dire la maison là est à l'envers. Il faut recommencer. D'accord. Mais il peut y avoir d'autres choses, mais vous savez, comme c'est pas c'est pas écrit, bon, il peut y avoir pas mal d'autres explications. Okay. Vous parlez le moré et nous allons vous demander de remercier brièvement nos auditeurs qui ont pris du plaisir à vous écouter dans cette langue en 15 secondes. Ah, le moré là. Bon, non pour ça n'est pas fait un baraka. On trouve aux Indouba, non qui la radio Burkina Chansran. Mkwama mhangom ti lore bi manum suguri mhangom ti katame bi manum suguri ti ay yam noran tutkui kam sumre lamna qu'il mpeda bonne occasion kanga e yelam sur gonde bara to watenga bakan katar team pharmacie akata team rotori akata team ziba yemre parce que ya tun chinois yelam ketenga zinantara handa ya totoa tinin kam fara taro ni muamela tara silmi tara babara matara asamoro hali tifana ne la kira ti ton tengala ya nuru ti ne ba fara vinetati ya sunura yel kanga zinetaba akeda mungu shitana datin ketenga dalam ti fa yiki o modre ti ton sam dan manet yabra ma baton vinetaba ni nura bera sam parce que ton hikel radiala han dabde zininga akana wo yishwama vraiment côté la fin il dit qu'il faut caler
Alors, ce n'était pas prévu, mais en tant que notre maître, si on vous disait de noter vos jeunes confrères qui ont conduit cette émission, une note sur 10 par exemple? Bon, moi j'ai beaucoup apprécié. Vous maîtrisez et j'ai surtout aimé la façon dont vous faites ce qu'on appelle les relances. Bon, évidemment, comme rien n'est parfait, je ne vais pas vous donner 10 sur 10, mais je vous donne, je ne note pas, je dis c'est excellent, c'est bien. En tout cas, ce fut un plaisir et un grand honneur pour nous de vous recevoir sur le tapis d'honneur. C'est une manière pour Radio Burkina de vous rendre hommage pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour le Burkina Faso. Fidèles auditeurs, nous espérons que vous avez beaucoup appris avec le doyen Ouedraogo. Plusieurs sujets pouvaient encore être abordés, mais le temps nous fait défaut. Ce n'est que partie remise. Alors, monsieur le directeur, merci pour votre disponibilité. À vous qui êtes restés à notre écoute, merci. Merci également aux radios partenaires dans les 4 coins du Burkina pour la synchronisation. Notre reconnaissance à la direction générale de la RTB, au directeur de Radio Burkina, au directeur commercial et marketing de la RTB, au journal Les Éditions Sidoya, à toute l'équipe de la rédaction de Radio Burkina, sous la direction de Xavier Belénigré. Un merci particulier à Bourema Djiga pour ses conseils avisés et à Raissa Romaine Zidouema pour sa collaboration. Nous disons merci au chef des Actouli qui a fait le déplacement ici et à toutes les personnalités présentes ici. Notre gratitude à M. Olivier Sidfawalame Yigou, chef de service administratif et des ressources humaines de l'Observateur Palga pour son accompagnement, ainsi qu'à tout le personnel du journal L'Observateur Palga. Aux opérations techniques de cette émission, nous avions Adjouma Joseph Sirima, Georges Kambou, Clément Savadgo, à la régie, Souleymane Baguian, Adama Traoré, Ado Savadgo et Denis Kabouré. Nous disons aussi un merci particulier donc au DG des éditions Sidoya qui a fait le déplacement ici à Zaktouli. Au microphone, Jean-Baptiste Bouda et moi-même, Louis Gansoré. Merci à tous, au revoir et à bientôt. Le tapis d'honneur. Le tapis d'honneur est un rendez-vous d'honneur avec des hautes personnalités de marque sur des questions nationales et internationales.